Le président Pompidou a inauguré ce matin le 60e salon de l'auto. Dans notre journal, vous entendrez une interview du président de la République. Réunion ce matin à Paris de l'Union des Républicains de Progrès, l'URP. Nous ne laisserons pas détruire la 5e République par des brûlots, déclare M. Pierre Messmer. LIP, ultimatum de M. Giraud, si mardi prochain à midi il n'y a pas d'accord, je ne désire plus revenir à Besançon. SNCF, dans une situation déjà perturbée, nouvel ordre de grève lancé par la CGT et la CFDT à partir du mercredi 10 octobre. Graves ennuis pour Éric Tabarly dans la course de voilier autour du monde. Le Penduic 6 a dématé, ce qui compromet fortement ses chances de victoire. Notre magazine tout à l'heure en direct de Liège, où se déroulent en ce moment les journées de la francophonie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. L'actualité d'aujourd'hui est également marquée par la poursuite des travaux de l'Assemblée nationale. Il s'agit de discuter de la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat présentée par le ministre M. Royer. À ce propos, il y a eu quelques mouvements d'humeur hier entre un certain nombre de députés UDR et M. Giscard d'Estaing sur plusieurs des quelques 400 amendements. La soirée d'hier a été d'ailleurs marquée par une certaine pagaille. C'est ainsi que plusieurs députés se sont plaints des conditions de travail imposées par le gouvernement. Je demande que ça change ou j'irai me coucher, a même lancé à la cantonade M. Gabriel de Poulpiquet, qui est député UDR du Finistère. On connaîtra l'issue du débat sur ce projet de loi concernant donc les commerçants et les artisans peut-être cette nuit ou sinon mardi prochain. C'est également aujourd'hui à l'Assemblée nationale le dépôt par l'opposition d'une motion de censure. Cette motion porte sur l'ensemble de la politique du gouvernement et plus spécialement sur la politique économique et nucléaire, ainsi que la position du gouvernement français face aux événements du Chili. Et puis, pour rester dans le domaine parlementaire, à noter que la commission sénatoriale des finances a approuvé hier l'amendement sur l'emprunt Pinay. Le taux d'intérêt de cet emprunt sera de l'ordre de 4,5%. Il sera exclusivement réservé aux actuels détenteurs de la rente Pinay. Mais l'un des grands événements de cette journée, je vous le disais au début de ce journal, c'est l'inauguration ce matin par le président de la République du 60e salon de l'auto. 3 ministres accompagnaient le président dans sa visite, messieurs Marcellin, Charbonnel et Guichard. Tout le salon de l'auto en 59 minutes, Georges Pompidou s'est particulièrement attardé devant les petites voitures, très pratiques pour la ville. Il a posé beaucoup de questions sur la 104 Peugeot, la plus petite 4 portes d'Europe, et également sur la Minima, la plus petite des voitures à essence. Le président s'est intéressé aussi à la nouvelle GS Citroën, la voiture à moteur rotatif et qui apparaît comme la grande nouveauté du salon. Durant toute sa visite, l'une des préoccupations du président a été la lutte contre la pollution des gaz d'échappement. Au stand Alfa Romeo, il a contemplé une coupe animée de la mécanique de l'Alfetta. Enfin, pour la petite histoire, à noter une anecdote. Saisissant le ministre de l'Intérieur par le revers de son veston, le président lui a dit, et là je le cite, « Monsieur Marcellin, il faut faire respecter les droits des piétons dans les villes. Veillez-y. » Monsieur Marcellin a promis. Après avoir vu les images de votre visite au Salon 1974, je suis tenté de dire, une fois encore, cette année, le président de la République a inauguré le Salon de l'automobile, parce que cela fait partie des tâches représentatives du chef de l'État. Pourtant, Monsieur le Président, au printemps dernier, vous aviez laissé dire que vous n'iriez plus aux inaugurations, aux cocktails ou autres manifestations de ce genre. Alors pourquoi aujourd'hui cette exception? C'est vrai, je n'aime pas beaucoup ce que le général de Gaulle appelait l'inauguration des chrysanthèmes. Et en effet, j'ai indiqué que je limiterais mon activité dans ce domaine au strict minimum. Pourquoi le salon de l'automobile? Vous pourriez penser que c'est à cause de mon goût pour la conduite automobile, que j'ai rarement l'occasion de satisfaire. C'est plus précis. Il y a un certain temps, les constructeurs avaient, au fond, envie de supprimer le salon. Ils trouvaient que ça leur coûtait trop cher.
Or, l'industrie automobile est une industrie vitale, en France notamment, et le salon, s'il n'est pas forcément quelque chose de sensationnel au point de vue technique, est toujours important du point de vue de la propagande et au point de vue commercial. Alors, je suis intervenu et j'ai obtenu qu'on continue le salon. L'ayant obtenu, il m'était bien difficile tout de même de m'en abstenir aujourd'hui. En dehors du salon, Monsieur le Président, l'automobile, c'est un problème énorme, et vous avez dit à plusieurs reprises, la ville doit s'adapter à la voiture. Et chacun aujourd'hui attend de l'automobile la liberté, l'évasion, et on aboutit à la paralysie, à l'encombrement. Alors comment sortir de ce paradoxe? Oui, on m'a fait dire, j'ai dit en effet la ville doit s'adapter, et on m'a fait dire, le président de la République trouve que l'automobile doit avoir le pas sur tout le reste, et que la ville n'a qu'à s'y soumettre, et les habitants s'y soumettent. Ce n'est pas du tout mon point de vue. Je n'ai pas parlé de soumission, j'ai parlé d'adaptation, et cette adaptation, en réalité, doit être réciproque. Qu'est-ce que ça veut dire dans mon esprit? Ça veut dire que dans une grande ville comme Paris, par exemple, il doit y avoir des voies rapides pour traverser Paris, du nord au sud, de l'est en ouest et d'ouest en est, et autour de la grande ville. Cela pour l'automobile. Cela veut dire aussi qu'il faut favoriser les transports en commun, taxis et autobus, d'ailleurs, et par conséquent avoir des règlements qui leur permettent de circuler facilement et que ces règlements soient observés et qu'on les fasse observer, ce qui n'est pas toujours le cas. Et puis ça veut dire inversement que de même qu'il y a des voies en quelque sorte réservées à l'automobile, il doit y en avoir réservées aux piétons. Et je regrette pour ma part très vivement qu'on n'aille pas plus vite. Je souhaite que les autorités parisiennes accentuent leur effort et développent ce qu'on appelle les voies piétonnières. Au début, il y aura des cris, en particulier les commerçants craignent que ça leur nuise. L'expérience dans les villes étrangères prouve qu'au contraire, ça attire les promeneurs, les flâneurs, on regarde les vitrines et finalement, ça développe le commerce et ça permet en tout cas une sorte de liberté d'allure pour les piétons, alors que le contact et le mélange du piéton et de l'automobile tourne toujours au désavantage du piéton. Enfin, Monsieur le Président, on ne peut pas parler de l'automobile sans évoquer la pollution. En mars 70, j'ai entendu à Chicago votre discours sur l'environnement. Et là, appuyé par le président Nixon, vous étiez prononcé pour des solutions internationales et pour une morale de l'environnement. Oui, il y a deux aspects. Il y a l'environnement, il y a la pollution. N'est-ce pas? C'est pas tout à fait la même chose. Par exemple, supposer qu'on fasse de la cour carrée du Louvre un parking ou un parc de stationnement, ce serait absurde, n'est-ce pas? C'est vraiment gâcher un paysage de pierre parisien, et il y en a d'autres. L'automobile ne doit pas s'étaler là où elle gâcherait le paysage, urbain ou pas urbain d'ailleurs. Il y a la pollution. On me dit qu'on a fait des progrès, que la preuve en est que la pollution atmosphérique à Paris est plutôt moins forte qu'il y a quelques années, alors que le nombre de voitures était beaucoup inférieur. Je crois qu'il faut faire un pas en avant et un pas sérieux. Mais je crois qu'on ne peut le faire qu'à l'échelon international et par une entente internationale. Et je l'ai d'ailleurs dit tout à l'heure à certains constructeurs étrangers qui se vantaient de leur réalisation. Car c'est un problème de prix. Il est évident que faire des voitures qui ne polluent pas, c'est faire des voitures qui risquent de coûter un peu plus cher. Et la concurrence en ce domaine est très vive. Par conséquent, il faut que les Français, les Allemands, les Anglais, les Italiens, les Hollandais, les Suédois s'entendent pour parallèlement faire les mêmes efforts, les mêmes recherches et aboutir à des solutions communes de façon à ce que la voiture pollue moins. Un autre problème sera évidemment de faire la concurrence en Amérique même, aux États-Unis, où les règles sont extrêmement strictes et, il faut bien le dire, dans un esprit qui est au moins autant protectionniste que dirigé contre la pollution. Mais ça, c'est une autre affaire, on en reparlera. À mon avis, l'essentiel d'abord, c'est une entente à l'intérieur des pays européens. Et c'est cela que je recommande à tous les constructeurs français ou étrangers
que j'ai l'occasion de rencontrer, ainsi qu'aux ministres responsables. Démission du Conseil de développement culturel. Créé en 1971 par le gouvernement Chaban-Delmas, il devait être un organe de réflexion et de proposition. D'après son président, l'académicien Pierre-Emmanuel, que voici, ce conseil n'a reçu que méfiance et indifférence. En fait, il vise M. Maurice Druon, ministre des Affaires culturelles. SNCF, nouvel appel à la grève à partir de mercredi prochain des fédérations CGT et CFDT. D'après ces deux fédérations, c'est un nouveau délai donné à la direction afin qu'elle trouve une solution au conflit. Aujourd'hui, reprise générale du trafic, à l'exception du réseau Sud-Ouest, Paris-Austerlitz, où des perturbations ont encore été signalées. LIP, M. Giraud est prêt à démissionner. Il s'en est expliqué ce matin. Je vais revenir pour notre réunion lundi prochain à 9 h. Je travaillerai bien volontiers avec les organisations syndicales la journée de lundi, éventuellement mardi matin. Mais si mardi à midi un accord n'est pas pris, je ne réponds plus de rien et je ne désire plus revenir. Que ceci soit bien net. Nous ne laisserons pas détruire la Ve République par des brûlots. Cette phrase énergique prononcée ce matin par le Premier ministre à la réunion de l'URP démontre, s'il en était besoin, l'esprit de fermeté des dirigeants de la majorité. L'Union des Républicains de Progrès était née, je vous le rappelle, lors des élections législatives de mars dernier, où la majorité, c'est-à-dire l'UDR, les Républicains indépendants et le CDP, avaient présenté, sous le sigle URP, un candidat unique dans la plupart des circonscriptions. C'est à l'occasion de l'ouverture de l'importante session parlementaire que les députés de la majorité se sont donc réunis ce matin pour faire le point de la situation et pour entendre notamment un important discours de M. Pierre Messmer, le Premier ministre. La salle Colbert, où se réunissent habituellement les députés des trois formations de la majorité à l'Assemblée nationale, avait été, si l'on peut dire, transportée ce matin dans un grand hôtel parisien. Tous ou presque tous les membres du gouvernement, les trois anciens premiers ministres, M. Chaban-Delmas, Couve de Murville et Debré, les trois secrétaires généraux et une bonne partie des députés étaient présents pour écouter trois discours. Un mot-clé devait revenir au cours de ces trois interventions, justice. Premier appelé à la tribune, Joseph Fontanet pour le CDP. La marque de son discours, il faut édifier, dit-il, une société libre, construite par et pour l'homme. Les trois formations de la majorité ont déjà montré qu'elles étaient capables de coopérer étroitement et efficacement. Plus que jamais, leur force est dans leur cohésion. Plus resserrée que sous la précédente législature, la majorité est aujourd'hui mieux équilibrée, puisque aucun des groupes qui la composent ne peut décider seul. La vie démocratique à l'intérieur de la majorité en est fortifiée. En contrepartie, les devoirs des différents groupes la composant sont plus exigeants, puisque la défaillance d'un seul paralyserait désormais l'ensemble. Républicain indépendant, M. Valéry Giscard d'Estaing qui succède à M. Fontanet, une intervention où se mêlent économie, finance et philosophie politique. Notre désir d'action, dit-il, doit s'exprimer en deux mots, la puissance et la justice. Et il terminera sur deux notations personnelles. Son ambition, dit-il, est de rester ministre des Finances aussi longtemps que cette tâche lui sera confiée. C'est couper court ainsi à certains bruits. Enfin, une réflexion après 4 ans passés rue de Rivoli. Et à cet égard, les heures, les longues heures, passées au chevet de notre économie m'ont permis de constater d'abord que les Français jugent désormais une politique davantage sur des faits que sur des discours, sur des résultats plutôt que sur des promesses. Loin de nous attrister comme hommes politiques de cette évolution, nous devons nous réjouir de cette maturité et nous devons l'encourager.
car elle nous rapproche du véritable débat économique moderne, même si quelquefois, bien entendu, cette lucidité nous impose des contraintes plus exigeantes. Puis c'est au Premier ministre de conclure. Une intervention marquée par un rappel d'abord du programme de Provins et de ce qui a déjà été réalisé, un tableau des tâches futures qui attendent gouvernement et majorité, l'affirmation de notre volonté d'indépendance militaire, un rappel ferme des positions de la France à l'égard des travailleurs émigrés, une vive attaque de l'opposition de gauche notamment, dont le programme devient, dit-il, un catéchisme chaque jour un peu plus défraîchi, une mise en garde contre certaines petites phrases, on ne triche pas, dit-il, avec les règles de la démocratie, et le rappel du besoin d'information et de participation ressenti par les Français. Mais ce qui a été le plus remarqué, ce sont les toutes premières phrases du Premier ministre que je vous propose d'écouter. Mes chers amis, 6 mois après les élections législatives qui ont vu le succès de l'Union des Républicains de Progrès, notre succès, et au seuil d'une session qui s'annonce très chargée, vous le savez déjà, j'ai voulu vous réunir. Je l'ai fait en tant que Premier ministre, c'est-à-dire dans l'esprit de la Constitution de la Ve République en tant que chef de la majorité. Mais je l'ai fait aussi comme principal responsable de l'UDR, groupe le plus important et le plus nombreux de cette majorité. Car pour nous gaullistes, les deux fonctions ont jusqu'ici été toujours indissociables. C'est par son libre choix, évidemment, mais c'est aussi parce que j'appartiens à l'UDR que le président de la République m'a chargé des fonctions de Premier ministre, et c'est parce que je suis Premier ministre que j'assume des responsabilités dans l'UDR, et notamment celle de coordonner l'action de l'UDR avec celle des autres mouvements de la majorité. Cette réunion est maintenant terminée. Les orateurs... Cette réunion est maintenant terminée, elle aura duré environ 2 heures, elle a pris fin sur un déjeuner qui se déroule actuellement devant moi, mais nous aurons l'occasion de revenir sur cette manifestation politique importante ce soir à 19h45, à vous les studios. Nixon, encore en baisse, sa popularité n'atteint plus que 32%. En septembre, elle était de 35 et en août de 38. Après les accords de cessez-le-feu au Vietnam en janvier, la popularité du président américain avait atteint 68%. Les aigles de la révolution palestinienne demandent avoir adressé un ultimatum à Moscou. Celui qui a été publié est un faux, disent-ils. Au Proche-Orient encore, la Syrie et la Jordanie rétablissent aujourd'hui leurs relations diplomatiques. Elles avaient été rompues le 12 août 1971 à la suite des affrontements jordano-palestiniens. Voici les premiers documents filmés qui nous soient ramenés par l'équipe de Skylab 2 à son retour sur Terre après 56 jours dans l'espace. Ici, le Skylab tel qu'ils l'ont quitté, le bouclier de protection qui semble flotter dans le vide et secoué en réalité par les petits moteurs de la cabine Apollo. Ces films sont très beaux, mais il y a aussi des résultats scientifiques extrêmement importants, des kilomètres d'enregistrements et de pellicules qui ont été rapportés sur Terre par Bin Gariot et Lousma. Et ce qui frappe tout de suite et au premier plan les spécialistes de Houston, c'est l'état de santé des 3 astronautes. En effet, Bin Gariot et Lousma, après 56 jours dans l'espace, sont en pleine forme. Ils ont parfaitement récupéré et n'ont plus aucun trouble apparent. Ils attribuent cet état de santé au fait qu'ils ont fait beaucoup d'exercices à bord du Skylab et qu'ils se sont habitués finalement à la pesanteur. Et ces résultats sont tellement probants qu'il semble maintenant que l'équipage de Skylab 3, prévu pour partir vers la fin novembre, pourrait rester beaucoup plus longtemps dans l'espace que les 56 jours prévus. On parle maintenant de 100 et même de 110 jours, car il semble prouver que les astronautes, en s'entraînant, peuvent rester beaucoup plus longtemps dans l'espace.
Quant à la moisson scientifique, ici nous voyons deux des hommes de Skylab 2 en train de faire de la recherche vers la Terre. Cette moisson va être exploitée dans des laboratoires et il y en a pour des mois et des mois avant d'obtenir tous les résultats qui ont été ramenés sur Terre par Skylab 2. Penduick en difficulté, il a dématé dans la nuit. Le bateau, qui comptait une sérieuse avance sur ses rivaux dans la course autour du monde, voit peut-être aujourd'hui ses chances compromises. Je vous propose d'entendre une communication téléphonique avec Éric Tabarly. C'est un document exclusif. Prêtez bien l'oreille, la liaison est mauvaise. Penduick doit émettre désormais avec son antenne de secours. Tabarly vient de dire, au changement de quart à minuit, nous avons dématé. Le mât est tombé à la mer et nous avons été obligés de couper le haubanage à la cisaille. Nous n'avons pas pu récupérer les gréements, la grand-voile, le foc et la trinquette. Faisons route sur Rio avec seulement la voile d'Artimon et la voile d'Étai. La brise est assez forte ce soir, avant-arrière. Avançons à 10 nœuds. Attendons un nouveau mât pour continuer la course. Penduick s'est dérouté vers Rio où Tabarly pense arriver dans 5 à 6 jours et là réparera son bateau. Un nouveau mât et de nouvelles voiles sont actuellement en cours de fabrication. Autant dire que Penduick va prendre dans les jours qui viennent un sérieux retard sur ses rivaux qui, eux, se dirigent directement vers le Cap, terme de la première étape. Était-ce d'ailleurs la fiesta du basket ou bien la feria? Hier soir, au Palais des Sports de Barcelone, l'ambiance était bien celle des arènes lorsque le public acclame un matador de talent. L'équipe espagnole avait bien réussi sa mise à mort, réalisant l'exploit de ce tournoi, se qualifier pour la finale après avoir battu 85 à 80 l'Union soviétique. Les Espagnols jouent en blanc et je vous rappelle que l'Union soviétique est championne olympique et invaincue dans ce championnat d'Europe depuis 1955. En finale, les Espagnols, toujours devant leur public, vont donc rencontrer demain soir les Yougoslaves qui ont éliminé les Tchèques par 96 à 71. Et les Français, eh bien après 5 défaites, ils ont tout de même remporté leur première victoire hier contre la Pologne par 67 à 62. S'ils battent la Roumanie demain, ils peuvent terminer 9e de ce championnat d'Europe. L'équipe de France, en fait, n'a cessé de s'améliorer au fil des rencontres. Et il faut rappeler qu'il avait fourni son meilleur match, précisément, devant cette équipe d'Espagne. Lyon contre les Grecs de Salonique, Nice contre les Turcs de Fenerbahçe d'Istanbul et Marseille contre les Allemands de Cologne. Voilà le résultat du tirage au sort de la Coupe européenne de football qui s'est déroulé à Zurich ce matin et dont nous venons tout juste d'avoir les premiers résultats. Il y a maintenant 3 semaines que la ville de Liège en Belgique vit au rythme de la francophonie. Les représentants de tous les pays francophones du monde, 32 y sont réunis, venant notamment du Canada, d'Afrique et d'Europe.
C'est une manifestation culturelle d'un grand intérêt, et peut-être un peu plus encore pour nous aujourd'hui, puisque, venu en son temps, on célèbre depuis ce matin à Liège la journée de la France. Un certain nombre de personnalités françaises s'y sont donc retrouvées, et notamment M. Philippe Malot, ministre de l'Information. Oui, nous avons un petit problème de liaison son avec Liège. Nous sommes en liaison directe en principe avec Thierry de Citivo. Je pense que ça va être très rapidement réparé. Je vous propose entre-temps, puisqu'après tout c'est à peu près l'heure, de rejoindre Gérard Vidalange à la Bourse de Paris, après quoi nous irons, je l'espère, à Liège. À vous, Gérard Vidalange. Eh bien, tout est clair en ce qui concerne la rente Pinet. Monsieur Giscard d'Estaing a précisé le taux d'intérêt qui sera de l'ordre de 4,5%. Et il a également donné une précision qui est très importante, et c'est que cet emprunt sera réservé aux porteurs de la rente Pinet. Donc il s'agit bien d'un emprunt de substitution. Les porteurs auront le choix entre le remboursement à 250 francs ou bien l'échange des nouveaux titres dont les cours se situeront très probablement à un cours voisin du dernier cours coté de la rente Pinet, qui était de l'ordre de 280 francs, puisqu'aussi bien il y aura une continuité parfaite, c'est M. Giscard d'Estaing qui l'a souligné, dans les caractéristiques du nouvel emprunt en ce qui concerne l'indexation sur l'or. Donc on peut estimer que pratiquement les cours seront sensiblement les mêmes que les derniers cours cotés, c'est-à-dire vers 280 francs. L'indexation sur l'or donc subsiste et le nouvel emprunt sera le même que celui de la rente Pinet à deux exceptions près, donc le taux d'intérêt qui sera supérieur, 4,5% au lieu de 3,5%, et bien entendu la suppression de l'exonération, de la suppression de l'avantage des droits de succession, l'exonération des droits de succession. La Bourse de Paris, ce matin, est assez ferme, il y a des transactions peut-être un peu moins animées, mais il y a tout de même un certain nombre de gains. Alors on a parlé beaucoup de la marine Firminy, il semble qu'une bataille financière soit sur le point de se déployer sur cette société, qui est une société financière, ayant des intérêts assez importants dans les affaires métallurgiques et les affaires de la construction mécanique. C'est une affaire dont le capital est très disséminé. Il y a environ 15% du capital entre les mains de ce qu'on appelle des grands investisseurs, comme la Caisse des dépôts ou des compagnies d'assurance nationale, et tout le reste est entre les mains du public. Or, il semble bien qu'un investisseur, M. Bertil Akesson, qui est président de la société Refo, se soit porté acquéreur d'environ 100 000 titres. Il est peut-être pas seul et qu'il bénéficie de l'appui également de groupes bancaires. Quoi qu'il en soit, cette affaire crée évidemment un très grand centre d'intérêt à la Bourse de Paris et les cours ont d'ailleurs fortement monté. Voici à présent les cours de la Corbeille. Vous verrez que les écarts sont tout de même assez faibles. La CGE, par exemple, répète son cours. Les affaires de les grandes valeurs chimiques qui avaient progressé ces temps derniers, eh bien, marquent le pas, comme Rhône-Poulenc. Par contre, les affaires d'automobiles se portent assez bien. Vous voyez que Citroën, après son gain de 10% depuis 2 jours, eh bien, fait l'objet de prise de bénéfices, mais tout de même assez réduite. Usinor, en progrès ce matin. Les résultats de la sidérurgie seront fort bons pour 73. Certaines sociétés annonceront un doublement de leurs bénéfices. Je pense que nous pourrions avoir les cours maintenant de la marine Firminy. Ce sont des cours qui ont progressé de 25% depuis la fin septembre. Donc ceci traduit bien ce que je vous disais il y a un instant, cette bataille financière sur ce titre. Dans la construction électrique, DBA regagne 4 francs. La N1 se porte très bien avec une progression de 6 francs dans le secteur de l'immobilier et du financement de l'immobilier. Je pense que nous allons avoir maintenant le cours de la marine Firminy. Oui, c'est exactement ce groupe de cotation. À remarquer que Perrier est en progrès. Alors voici la marine à 128 francs 80 contre 131 francs dont il y a eu un petit déchet ce matin, donc les paris sont très ouverts en ce qui concerne cette affaire.
Valeurs étrangères, Petrofina en légère baisse. À noter que la Matsushita, qui est une firme japonaise, va faire son entrée à la Bourse de Paris le 10 octobre. C'est un peu le Philips de l'Extrême-Orient. C'est une affaire qui représente un chiffre d'affaires de plus de 16 milliards et demi. L'Oréal, inchangé ce matin, alors que les autres affaires, comme la Sagem de la construction mécanique, sont également à des cours pratiquement inchangés. Voilà pour la Bourse de Paris. À vous, Claude Brevelli. Quand on fait de la télévision en direct, on est quelquefois sujet à des petits problèmes, vous venez de vous en apercevoir. Je pense que nous allons maintenant pouvoir rentrer en liaison en direct avec Liège, où se déroulent les journées là-bas de la francophonie. Et j'appelle notre équipe d'envoyés spéciaux avec Thierry de Citivo à Liège. Ici Liège, devenue pour 6 semaines la capitale de la francophonie. La ville accueille du 15 septembre au 21 octobre 22 pays de langue française à l'occasion de la 3e conférence générale de l'Agence de coopération culturelle et technique. Au Palais des Congrès, où nous sommes installés actuellement, sont réunis pour parler de la francophonie M. Georges Goldin, échevin de la ville de Liège, et François Perrin, député de Liège. Avant de commencer, je voudrais vous présenter Liège, cité ardente, et nul, à mon avis, n'est mieux placé pour le faire que l'échevin de cette ville. Liège est d'abord fille de son fleuve. C'est sur les bords de la Meuse que toute la vie s'est organisée ici depuis des siècles. Et cette influence du fleuve sur le caractère des riverains est évidente. Mais Liège, c'est peut-être avant tout une manière de vivre, un bonheur de vivre, un sentiment profond de liberté, une liberté que Liège, que les Liégeois portent en eux, à la manière d'un inconscient collectif, comme aurait dit Jung, c'est-à-dire quelque chose qui est exigeant au-delà d'eux-mêmes. L'absence de liberté n'est pas concevable ici, et c'est très naturellement vers tous les pays qui militent pour la liberté que se tourne la sympathie liégeoise. Mais Liège, c'est aussi la joie de vivre. Alors cette joie de vivre se traduit de toutes sortes de façons. On ne peut pas, à partir d'un certain moment, tout prendre au sérieux. On a le sens de la réalité, c'est dire, il y a le travail, et puis il y a la détente. Et cette détente, qu'elle soit intellectuelle, qu'elle ne le soit pas, qu'elle soit sportive, qu'elle soit artistique, elle est vécue toujours intensément, tant il est vrai que le caractère des Liégeois est peut-être très extrémiste, mais extrémiste de façon peut-être merveilleuse, dans le sens qu'il est fait sans pudeur. Quand on aime quelque chose à Liège, on le dit. On ne cherche pas à s'en excuser. La ville est très française, finalement. Et je ne le dis pas pour la télévision française, je le dis simplement parce que c'est une réalité très vivante pour nous. En fait, c'est ici que l'on fête de façon vraiment extraordinaire le 14 juillet. Le 14 juillet, fête nationale française, représente en fait pour nous le signe de l'amitié entre Liège et la France. Une amitié qui vient de longue date, qui a été l'objet de bien des débats, de déceptions aussi, de part et d'autre sans doute, mais en tout cas une amitié vivante, parce que finalement pour les Liégeois, qui sont de langue française, mais aussi de culture française, la frontière avec la France ne peut pas être une frontière politique ou administrative, elle n'a pas de sens. Elle pourrait être géographique, elle n'existe pas. Alors le Liégeois se sent chez lui, à Paris, à Lyon, à Marseille, car il se sent chez lui à Marseille. Il ne se sent pas étranger. Et c'est ça qui est important dans nos relations avec la France. En fait, beaucoup de Liégeois passent leurs vacances en France. Et ils passent moins leurs vacances en France pour découvrir des sites nouveaux que pour passer des vacances, baigner dans leur langue, au sein d'un peuple qui est leur peuple ami. Liège, capitale de la francophonie. Monsieur le député, pouvez-vous me donner une définition de la francophonie? Il n'y avait pas de définition de la francophonie avant le traité de Niamey que vous avez évoqué tout à l'heure. Il y avait l'ensemble des pays de langue française qui n'avaient pas de relations bien organisées entre eux. Depuis peu, pour des motifs que nous allons évoquer, ces pays ont resserré leurs liens et les ont organisés systématiquement. Maintenant, la francophonie est un fait
non seulement moral et psychologique ou culturel ou linguistique, mais c'est un fait de droit international puisque nos relations sont basées sur un traité et sur des institutions engendrées par ce traité. Comment expliquez-vous le fait que ce soit les pays africains qui aient fait naître l'idée de la francophonie et pas les pays français? Oui, je crois que la Belgique et la France, qui ont été des colonisateurs, avaient quelques pudeurs à prendre l'initiative. Ils ont eu raison de laisser l'initiative aux anciens colonisés. Et je crois que les Africains, et surtout l'Afrique noire, a pris l'initiative très librement, sans avoir été sollicité par les anciennes métropoles, parce qu'ils sont demandeurs, ils ont besoin de la langue française pour s'exprimer dans le monde, et ils ont besoin de resserrer leurs liens avec tous les pays de langue française. Et alors, à l'autre bout, du côté des Canadiens français, qui ont des problèmes à retentissement politique non négligeables, et du côté aussi des Wallons et des Bruxellois de langue française, qui ont aussi des problèmes politiques à retentissement important, il y a une motivation nouvelle. Pour des raisons diverses, mais il y a une motivation nouvelle, et toutes ces raisons se conjuguent pour resserrer des liens qui n'existaient pas avant. Alors la francophonie, c'est un fait de droit international, mais c'est plus que ça. C'est vraiment maintenant une communauté plus vivante et qui se connaît mieux et qui est plus consciente qu'avant. Je vous propose d'écouter deux hommes très différents parlant de la francophonie, M. Jobert et le président Bokassa. Bien, décidément, nous n'avons hélas pas de chance, ce sont des choses qui arrivent. Je pense que nous allons retrouver à Liège maintenant Thierry de Citivo, puisque sur ce film, encore une fois, nous avons une petite panne de son. À vous, Liège. Du moins, je l'espère. Thierry de Citivo. La liaison me paraît compromise. Je vais demander à la régie. Allô ? Oui, et puis sinon on rend l'antenne parce que... Hein. Thierry de Citivo. J'essaye d'appeler Liège, apparemment on ne m'y entend plus. Eh bien je crois que nous allons arrêter, hélas, ce reportage intéressant sur la francophonie. La francophonie est d'ailleurs un problème intéressant et important dont nous avons l'occasion de reparler assez régulièrement et donc nous en reparlerons dès que l'occasion s'en fera sentir. Voilà, je vous donne rendez-vous au nom de toute l'équipe de 24 heures sur la Une ce soir pour notre édition de 19h45 et je vous souhaite d'ici là un très bon après-midi. Au revoir. Et